matin tout le monde. Donc voilà, Timothée Paric. Effectivement, c'est ma 58 millième et une conférence sur ce sujet de la décroissance qui est très controversé. Et ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est de poser des bonnes bases pour qu'aujourd'hui, vous puissiez faire l'expérience donc, de la décroissance comme un cadre analytique. Alors moi, c'est ma spécialité, les cadres analytiques, parce que donc, je suis chercheur. Et dans ma thèse, que vous pouvez voir à gauche, The Political Economy of Degrowth, j'ai exploré le concept de décroissance. Et j'ai essayé de me poser la question, qu'est-ce que c'est que la décroissance? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en tant qu'économiste, je me suis posé la question, quelles seraient les implications de ce concept de décroissance dans notre économie capitaliste d'aujourd'hui? Ça a donné lieu à 4 ans d'aventure et à un joli bébé de 871 pages d'économie théorique en anglais que vous pouvez bien sûr savourer sur la plage cet été car le PDF est en libre accès en ligne, que j'ai essayé de faire atterrir dans un ouvrage plus petit qui est Ralentir ou périr l'économie de la décroissance. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter 3 choses. Déjà, quelques définitions et une petite généalogie pour comprendre que la décroissance n'est pas seulement une chose, mais vraiment, quand on parle de décroissance, on a derrière au moins 50 ans de développement conceptuel. Donc, essayer de comprendre un petit peu la richesse, faire de la paléontologie intellectuelle en dessous du concept de décroissance. Ensuite, j'aimerais parler de capitalisme et de marchandisation, pour voir en quoi la décroissance fait la critique du capitalisme d'une manière nouvelle et intéressante pour nous aujourd'hui en 2023. Et après, mais ça c'est vraiment juste pour le plaisir, j'aimerais qu'on explore quelques controverses, parce qu'on l'a vu, la décroissance c'est quand même un super concept pour se disputer. Et j'aimerais montrer que la décroissance en fait est une controverse active. Une controverse active, c'est une controverse qui nous stimule, qui peut potentiellement en fait, nous faire avoir une nouvelle conversation constructive, qui nous permet d'identifier, de voir des choses qu'on ne voyait pas avant, et pas seulement juste une controverse pour débattre, pour le plaisir de débattre. Alors, on va commencer en 2002, l'émergence d'un concept, la décroissance conviviale, dans un petit magazine, avec ce concept « À bas le développement durable, vive la décroissance conviviale ». Alors là, on peut se dire, qu'est-ce que c'est que ce concept et pourquoi est-ce qu'il arrive en porte-à-faux un petit peu avec celui de développement durable qui, en 2002, avait quand même le vent en poupe, après plusieurs décennies. Et bien, la décroissance, à l'époque, c'était une vision critique du développement durable. Des gens qui se disaient, le développement durable, c'est quand même un concept assez monolithique et il s'est fait assez rapidement diluer dans le capitalisme. C'est-à-dire que le développement durable, assez rapidement, tout le monde est tombé d'accord. Si aujourd'hui je vous demandais qui est contre le développement durable, je pense que personne ne lèverait la main. Si vous n'êtes pas contre, si tout le monde est d'accord avec quelque chose, c'est-à-dire que cette chose pour laquelle nous sommes d'accord, c'est la chose que nous avons aujourd'hui. Donc les personnes, au début des années 2000, se sont dit le développement durable a perdu son potentiel de transformation et donc il va falloir trouver des nouveaux concepts. Paul Ariès parlait à l'époque d'un mot obus pour justement se mettre en désaccord, créer un dissensus, créer une véritable conversation pour questionner, vu que le but a toujours été, quand on travaille dans la soutenabilité, d'arriver à trouver une manière de changer le présent pour préserver l'avenir, trouver des concepts qui nous permettent de faire ça. Et donc, décroissance conviviale. Le concept décroissance, il est né en 2002 en France, mais l'idée, bien sûr, elle existait déjà avant. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien revenir, et dans ma thèse, il y a tout un chapitre où je reviens dans certaines idées depuis mai 68 qui ont vraiment façonné le concept de décroissance aujourd'hui. Et ça, on ne le sait pas trop, parce que quand je vous dis décroissance, surtout quand un économiste vous dit décroissance, vous allez me dire, bon, c'est vachement concret. On produit, on consomme moins, et là, on va se poser des questions d'inflation, de chômage, de financement des services publics, on est tout de suite dans le dur. Mais avant ça, il y a toute une généalogie critique ultra intéressante. On a parlé de Nicolas Georgescu-Roegen aujourd'hui, Christian en a parlé tout à l'heure, on y reviendra. D'autres choses extrêmement intéressantes, Marilyn Waring, l'économiste néo-zélandaise, qui pour la première fois en fait, a vraiment décortiqué les outils de comptabilité nationale comme outils d'exploitation. De se dire, ah bah tiens, ce cadre qu'on a créé, avec la manière dont on vient définir la valeur et la richesse, potentiellement peut servir, devenir une arme contre le vivant et contre certaines minorités.
dont les femmes, qui ne sont pas une minorité d'ailleurs, je devrais le dire, pas une minorité, mais une minorité dans la comptabilité nationale, parce que la manière de définir la valeur, justement, se concentre sur une activité qui était prédominamment masculine. D'autres concepts extrêmement intéressants, l'état stationnaire de Herman Daly, l'économiste américain, lui-même le disciple de Nicolas Georgescu-Roegen, qui, déjà dans les années 70, applique un petit peu les théories de son maître à penser, Georgescu-Roegen, et se dit « Ah bah tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir penser la soutenabilité de manière dynamique ?» et invente un petit peu cette idée d'état stationnaire comme une économie qui ne soit ni en croissance ni en décroissance, mais toujours en équilibre dynamique avec la capacité de charge des écosystèmes. Donc une économie, en fait, sous contrainte biophysique. C'était aussi l'économiste Kenneth Boulding qui nous disait que c'est une économie de l'astronaute. L'économie de l'astronaute, c'est la Station spatiale internationale, tout ce que vous utilisez, il faut le recycler pour le réutiliser, parce que vous ne pouvez pas juste ouvrir la fenêtre pour faire entrer un peu d'air. Et c'était ça. Comparé à l'économie des cow-boys, le modèle un petit peu linéaire, où on pète un truc, il n'y a plus de bisons, pas de soucis, on va sur la vallée d'à côté. Plein de concepts. Ivan Illich, le philosophe autrichien-français, qui a beaucoup parlé, moi, un concept qui m'a marqué dans ses écrits, c'est celui de contre-productivité. Donc Ivan Illich, qui travaillait beaucoup sur la proportion. Et il se disait, certaines technologies, au bout d'un moment, elles nous enferment dans une dépendance technique, par exemple l'automobile. Si au début, vous devez aller de A à C, vous devez marcher, il pleut et vous avez des trucs à déplacer, c'est chiant, et d'un coup, vous avez accès à une automobile, trop bien. Donc là, c'est utile. Ça va vous permettre de déplacer des choses lourdes et d'être à l'intérieur de l'habitacle sans qu'il pleuve. Par contre, multiplier, donner des voitures à tout le monde, retrouvez-vous coincé dans Paris, dans un bouchon, avec des voitures chères qu'il faut trouver à garer. Et là, Ivan Illich calculait déjà à l'époque de se dire, si on prend en compte le temps nécessaire pour travailler, pour se permettre de payer non seulement la voiture, mais l'assurance et l'essence, le temps passé à la garer, le temps passé à la réparer ou quoi, la vitesse générale de la voiture est beaucoup plus basse qu'on pourrait le penser. Dans ces calculs, c'était à peu près la vitesse du vélo. Donc on arrive à un point paradoxal. Waouh, le système automobile, dans un système automobile, à Paris, la voiture nous ralentit plus qu'elle nous permet d'accélérer. Donc le concept de contre-productivité qui macroéconomiquement est très intéressant, se dire au bout d'un moment, une économie n'a peut-être plus intérêt à croître. Plein de concepts que vous pouvez retrouver dans une jolie petite collection qui s'appelle les précurseurs de la décroissance. Donc là, c'est pour vraiment montrer qu'on peut aller chercher une certaine généalogie dans ce concept, qu'on peut enrichir. C'est ça qui est intéressant avec le concept de décroissance, c'est comparé au développement durable, à l'économie circulaire, à la bioéconomie, comparé à la sobriété, c'est un concept qui, depuis 2002, ne s'est pas laissé diluer. C'est simple, vous pouvez faire un petit test. Qui est pour la décroissance, vous allez voir qu'une petite minorité va oui, trop bien, et l'autre qui va faire non, exactement le contraire. Donc ça montre que le pouvoir de dissensus de la décroissance est encore intact, ce qui est très bien. Alors, Christian m'a complètement volé la vedette. Franchement, je voulais vous parler de Nicolas Georgescu-Roegen, mais très content que ça ait été fait. Juste en tant qu'économiste, moi, quand j'ai lu Nicolas Georgescu-Roegen pour la première fois, je suis littéralement tombé de ma chaise. Parce que Nicolas Georgescu-Roegen était mathématicien d'abord, il arrivait en économie, donc bien sûr, il a tué le game tout de suite. En microéconomie, il s'est tout de suite fait vraiment respecter comme un économiste de renom. Et ensuite, il a eu cette espèce d'illumination de se dire, mais c'est marrant, les principes de base de l'économie ne sont pas compatibles avec les lois de la physique. Mais nous sommes des animaux constitués de matériaux et nous consommons de l'énergie et donc nous sommes encastrés de manière fondamentale dans les lois de la physique. Comment ça se fait? Est-ce qu'on a des règles de gouvernance économique qui ne soient pas compatibles avec les règles du vivant et les règles de la physique? Donc il s'est dit, au bout d'un moment, il va y avoir un problème. Et donc il s'est dit, on va réécrire une théorie économique à partir des lois de la physique et des lois de la biologie pour être sûr que cette économie, elle s'encastre. Le concept de l'encastrement, elle soit encastrée dans la logique du vivant. Ça, c'est fondamental. C'était en 1971. Donc ça a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie écologique, qui est l'une des 7 grandes écoles de pensée qui façonnent les sciences économiques. Et ça a inspiré toute une génération de chercheurs qui ont produit énormément d'ouvrages. La décroissance aujourd'hui, c'est plus de 700 articles scientifiques qu'on peut trouver. En 2007, il n'y en avait qu'un.
Donc ça s'est développé assez rapidement. Beaucoup de livres et beaucoup de gens comme moi qui sont donc devenus chercheurs spécialisés sur la décroissance. Donc moi je travaille à l'université de Lund en Suède et je suis payé à plein temps pour faire de la recherche, me poser des questions très pratiques sur l'impossibilité de la croissance verte, sur le financement des services publics, sur la généalogie de la décroissance. Un autre point de départ, et ça c'est extrêmement important avant de vous donner une définition de la décroissance, c'est que la décroissance n'est pas seulement un phénomène. La croissance, c'est un phénomène. On vous avez entendu parler du produit intérieur brut, qui essaye de mesurer, c'est un proxy pour la production, et donc quand vous dites qu'une économie va croître, on imagine, oui, c'est une économie d'un moment à un autre qui va produire plus. Ça, c'est le phénomène. Mais derrière ce phénomène, il y a une idée, un imaginaire, une idéologie. Pareil pour la croissance, pareil pour la décroissance. Cette photo, moi je l'adore, parce qu'elle montre bien le caractère religieux qui entoure aujourd'hui le concept de croissance, qui est un concept extrêmement abstrait. Moi, j'en reviens pas qu'on parle autant de croissance à la télé, des choses comme ça, alors que même nous, les économistes spécialisés sur le sujet, on passé plus d'une décennie à essayer de comprendre ce que c'est. Vraiment, on est une poignée. Et on admet que la croissance est un phénomène extrêmement mystérieux. Et donc aujourd'hui, le caractère religieux, en fait, il vient du fait que la croissance est devenue un totem de la modernité. C'est devenu une espèce de vase symbolique dans lequel on projette toute une panoplie de rêves. Donc quand je vous dis croissance, là tout de suite vous pensez innovation, modernité, amélioration du bien-être, qualité de vie, soins de santé, vous pensez vraiment richesse des services publics, emploi, des entreprises dynamiques, vous pensez en termes de compétition internationale, vous pensez peut-être puissance géopolitique et donc sécurité, vous pensez résilience, je ne sais pas. La croissance, c'est pas ça. La croissance, c'est l'augmentation du PIB. Le PIB, c'est un indicateur d'agitation monétaire. Un indicateur assez pourri d'ailleurs. Donc, peut-être qu'il y a une corrélation entre augmentation du PIB et tous ces milliers de trucs que j'ai dit. Peut-être qu'il n'y en a pas. Ce qui rend le caractère idéationnel ou idéologique, c'est le fait que l'on associe, sans le questionner, toutes ces choses-là, tous ces bienfaits à la croissance. Et donc, la décroissance, ce concept, son premier avantage, c'est un outil de décroyance. C'est-à-dire qu'il vient questionner la croissance économique en se posant des questions très simples. Qu'est-ce que la croissance? D'où vient la croissance? Croissance de quoi? Production de quoi? Par qui? Avec quoi? Comment? Pour qui? C'est des questions de base, hein. Mais de ne pas se dire que la croissance, c'est bien. Non, d'aller creuser et se dire quelle croissance? Ou pour qui? Quelles sont les croissances qui sont positives? Quelles sont les croissances qui sont négatives? Et donc, c'est un outil de questionnement. La décroissance, donc, est une théorie critique, une décroyance, mais c'est aussi une décrue. Et là, c'est la définition que je vous ai apportée. Donc, décrue, vous savez, c'est la rivière qui sort de son lit, inondation. Décrue, c'est la rivière qui rentre dans son lit. C'est le retour à la normale. Moi, j'aime beaucoup cette analogie avec la décrue, parce qu'on comprend bien que la décroissance ici, c'est un retour à l'équilibre d'une certaine manière. Et on va voir que ça se connecte avec l'idée de l'état stationnaire. Alors, la définition, elle a 5 éléments importants. Réduction de la production et de la consommation. Ça, on en a parlé, c'est facile. La croissance, c'est produire et consommer donc plus. La décroissance, c'est le contraire, produire et consommer moins. Mais je rajoute 4 choses, 4 principes qui vraiment sont indétachables du concept de décroissance, et ça c'est à cause de sa généalogie, le fait que c'est un concept qui existe depuis 2002, abreuvé d'idées qui existent depuis la fin des années 60, et donc on ne peut pas juste dire la décroissance c'est la récession, juste comme on veut. Non, c'est un concept qui a une histoire, donc quand vous utilisez le mot décroissance, vous prenez le bagage avec, si vous voulez être précis. Donc réduction de la production et de la consommation, et on rajoute 4 principes. Le premier, c'est la soutenabilité, pour alléger l'empreinte écologique. Si vous produisez et consommez moins, mais que vous avez votre empreinte écologique qui augmente, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas de la décroissance. On comprend bien que la décroissance, avec Georges Escorogen, avec Herman Daly, avec André Gortz, avec beaucoup d'autres penseurs, elle naît quand même d'un certain impératif écologique. Ça revient à 1972, le rapport Halte à la croissance, vous vous souvenez. Donc c'est cette objection de croissance de se dire « Ah bah tiens, attention, il y a une incompatibilité entre croissance infinie et écosystème fini ».
Donc là, le but, c'est de faire la réduction de la production et de la consommation qui permettra d'alléger l'empreinte écologique. On comprend bien, quand on parle d'allègement, que ce n'est pas faire décroître une économie jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Non, on passe de ce qu'on appelle un dépassement écologique, comme la France, aujourd'hui, elle est en dépassement écologique, elle utilise beaucoup plus de ressources que sa biocapacité permet d'en générer. Et donc, la décroissance, c'est le régime macroéconomique pour arriver à un moment où votre empreinte écologique est compatible avec votre biocapacité. C'est ça qu'il faut comprendre comme un équilibre, comme une proportion, comme une résonance. C'est vivre avec des moyens écologiques qui sont compatibles avec la logique du vivant. On rajoute 3 principes. Planifier démocratiquement, pour justement que ce ralentissement maîtrisé de l'économie, à la différence d'une récession accidentelle qui arrive comme ça, sans préparer, qui tape les plus pauvres d'abord, qui a des conséquences néfastes, notamment sur la capacité d'un État à intervenir dans l'économie et tout ce qu'on veut, planifier démocratiquement pour que ça puisse se faire dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Et ça, c'est, on va dire, les contraintes. Moi, quand je suis macroéconomiste et je travaille sur la décroissance, et je fais des scénarios, par exemple, pour la France, j'essaye avec mes collègues de se poser ces questions. Okay, comment est-ce qu'on fait ralentir l'activité économique de manière sélective, de manière proportionnelle, de manière localisée, pour alléger l'empreinte écologique? Ça, c'est la première contrainte. Quoi qu'il fasse, il faut le faire. Mais ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous devez enlever ou accompagner avec d'autres instruments pour faire en sorte que la sélection même de ces choses puisse être planifiée démocratiquement, vu que c'est une grande transition sociétale qui va demander des choix collectifs. Et donc, je ne peux pas juste aller au ministère de l'économie et bouger 2-3 boutons. Non. Et pour que justement cette planification se fasse de manière juste et conviviale. Ça, c'est le concept de décroissance comme décrue. On l'a vu donc, un concept, transition temporaire, qui nous mènera dans le livre à un état de post-croissance, à ce fameux état stationnaire d'Herman Daly, c'est-à-dire une économie dont l'échelle, dont la proportion, dont la taille, dont le poids sera compatible avec la capacité de charge des écosystèmes. C'est comme un ascenseur. Vous avez un ascenseur, vous pouvez mettre 1000 tonnes dedans. Bah là, aujourd'hui, dans l'ascenseur France, on a mis 1,9 tonne. Et on entend les câbles qui commencent à péter un par un là. Ch'ting, ch'ting. Au bout d'un moment, c'est ça les limites planétaires. C'est vous prenez un risque de dégradation d'un écosystème. Et donc là, il va falloir alléger l'ascenseur. Ce n'est pas un problème démographique, c'est vraiment un problème d'affluence, et donc produire et consommer moins. Je vous ai amené un petit slide pour montrer que dès qu'on la conceptualise de cette manière, la décroissance, on se rend compte qu'elle va à l'encontre d'un spectre de valeurs qu'on associe d'habitude à ces concepts. Alors si vous regardez en noir vers le haut, vous avez le spectre classique. La récession, c'est mauvais. C'est un choc, une crise, un retard, c'est la pauvreté, c'est l'accident, c'est la régression. C'est la dépression, on appelle ça une dépression quand vous avez un PIB négatif pendant plus de 6 mois. Ça veut dire que voilà, on n'a vraiment pas envie de l'avoir. Alors quand, dans un cadre différent, celui dont on l'a vu de la décroissance, la récession n'est pas forcément négative, même si on l'a vu, donc on peut produire et consommer moins, ça peut être un phénomène d'assainissement, de rééquilibrage, de freinage contrôlé, de régime. Donc on l'a vu, produire et consommer moins, ça peut être positif. Donc là, on voit le caractère idéologique, dans le sens où c'est un différent cadre analytique. On regarde la même réalité, mais de différentes façons. La même réalité, produire et consommer moins. Économiste néoclassique, waouh, c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est négatif. Économiste écologique, waouh, c'est trop bien, c'est la régénération écologique, c'est le retour des services écosystémiques, c'est une redistribution, c'est une stabilisation d'une économie qui est justement en excroissance. Et je passe de l'autre côté. Donc la croissance, là c'est le contraire. C'est le kiff en haut. Ah, c'est la progrès, sécurité, richesse, modernité, dynamisme, on adore. Alors que de l'autre côté, un économiste qui travaille sur la décroissance ou un économiste écologique, moi vous me parlez de croissance, je m'inquiète. En fait, j'entends quand vous me parlez « Ah bah la France, la croissance redémarre », oh là là. Ça veut dire que l'empreinte matière redémarre, ça veut dire que l'utilisation de l'eau redémarre, ça veut dire que l'impact sur la biodiversité va redémarrer, c'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre, très probablement, vont redémarrer. Donc là, on voit aussi la différence du point de vue analytique de ce que certains considèrent comme une croissance, comme trop bien de la valeur ajoutée. Moi, je vois ça plutôt comme une excroissance, du genre vous allez chez le médecin et on vous dit oui, vous avez une croissance dans le dos. Et au milieu, pareil. Alors, les économistes néoclassiques vous parlent de stagnation, la stagnation séculaire, l'observation donc du ralentissement des taux de croissance. Ils sont là, mais c'est pas possible. C'est voilà les décennies perdues d'âge impôt en stagnation. C'est voilà les 30 piteuses.
Alors que d'un autre côté, les états stationnaires, on pourrait le voir ça comme la résonance, l'équilibre, la juste mesure, pareil, différents points analytiques. Ce qui m'amène à ma deuxième partie. Alors là, je vous ai présenté quelques concepts, maintenant on va utiliser ces concepts pour repenser le capitalisme. Et avant, juste une petite définition, parce que souvent quand on parle de capitalisme, on ne sait pas trop de quoi on parle. Quand vous faites de l'économie, le capitalisme, c'est quelque chose d'assez simple en fait, c'est un système économique. Un système économique, c'est un agencement particulier d'institutions. Différents pays ont différents systèmes économiques aujourd'hui. Au fil des âges, on a eu différents systèmes économiques parce qu'on a eu différents agencements d'institutions. Moi, j'aime bien les représenter un petit peu comme des molécules. Donc ça, c'est la molécule du capitalisme. On peut en dégager peut-être 4 grandes institutions qui le définissent, et c'est toujours des prédominances. C'est-à-dire que dans une économie capitaliste, vous avez la prédominance de l'échange marchand comme mode d'allocation. C'est-à-dire que la plupart des transferts de propriété des choses produites se fait à travers un échange marchand. Vous donnez de l'argent, je vous donne un tapis. Alors que dans une autre économie, si vous aviez la prédominance, on va dire peut-être de la distribution étatique comme mode d'allocation, donc l'État décide qui a les tapis, ça ne serait pas du capitalisme. Ou pareil, si vous avez un système de réciprocité où il n'y a pas vraiment de monnaie, mais c'est juste les gens se donnent les tapis, comme dans certaines sociétés pré-modernes et pré-capitalistes, ça ne serait pas du capitalisme. De la même manière, là on voit que l'une des molécules capitalistes, c'est la lucrativité comme moteur de l'entreprise. Donc là aujourd'hui, on va en parler aujourd'hui. Si on perd cette molécule, on perd aussi l'une des fondations de ce qu'on appelle le capitalisme. Pareil, la concentration surtout de la propriété privée des moyens de production, en haut à droite, et le salariat comme mode d'organisation du travail. Moi, dans mes travaux, quand j'ai étudié la décroissance, je me suis rendu compte que la décroissance, comme transition vers un système de post-croissance, en fait, elle allait nous amener à abandonner ces 4 institutions, ou du moins ces 4 institutions qui deviendraient minoritaires. On voit qu'avec la démarchandisation que je vais définir dans un instant, énormément de choses qu'on avait l'habitude d'échanger et d'acheter, on se retrouverait dans des logiques de répartition, de dons ou de réciprocité, qui sont les 3 alternatives à l'échange marchand. Donc là, on perd le numéro 3. Pareil, si vous avez des entreprises à mission à but non lucratif ou à lucrativité limitée, on va imaginer que l'économie sociale et solidaire, et notamment les SIC, deviennent, et les SCOP, l'intégralité de l'économie française, ou au moins les 90%, pour inverser. Là aussi, on va dire que la mentalité capitaliste devient une minorité de cette économie, donc on perd le numéro 1. Pareil, si on socialise certains moyens de production, ça c'est facile à imaginer, regardez, imaginez à Vienne, l'immobilier. De se dire, l'immobilier c'est tellement important qu'on ne peut pas le traiter comme une marchandise, et chacun, on fait de l'investissement locatif, des trucs comme ça, et ça devient un business. Non, on se dit, c'est une propriété sociale qui ne peut pas être lucrative. Là aussi, on socialise la propriété de l'immobilier ou d'autres infrastructures, on perd une molécule. Et pareil pour le salariat, aujourd'hui on commence à parler de salaire à vie, on commence à parler de garantie de l'emploi. Et là aussi, on voit que la garantie de l'emploi, notamment dans les territoires zéro chômeur à longue durée, c'est une démarchandisation du travail, c'est aussi une réduction du salariat comme institution, c'est-à-dire que l'emploi n'est plus essentiellement créé et détruit sur des marchés, mais en dehors des marchés. Et donc là, on perd une autre molécule. C'est pas tragique, ça veut juste dire qu'on fait transition vers un autre système. Pour l'instant, on appelle ça du post-capitalisme. Peut-être qu'aujourd'hui, on lui trouvera un nom beaucoup plus joli pour appeler justement cette économie, moi j'aime bien parler d'une économie convivialiste, qui ne soit plus définie par l'hégémonie de ces institutions. Alors, je vous avais préparé ce slide sur la marchandisation basée sur un lapin que j'avais à la ferme quand j'étais petit. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je voulais juste vous montrer que la marchandisation, c'est quelque chose de très spécifique. Vous savez, en anglais, on parle de commodities, pour marchandises, des commodités. C'est commode, pourquoi ? Parce que c'est commode, parce que c'est facilement échangeable sur un marché. Et en fait, pour que quelque chose devienne facilement échangeable sur un marché, il faut le standardiser. C'est normal. Il faut le standardiser pour qu'il soit comparable avec d'autres trucs. Ensuite, il faut le quantifier. Bien sûr, si vous achetez un truc, est-ce que c'est un lapin, est-ce que c'est 1000 lapins ? Standardiser, quantifier pour que ça soit mesurable, il faut le monétariser, bien sûr, c'est un prix, sinon vous ne pouvez pas l'échanger, et il faut le privatiser, parce que à qui vous allez donner l'argent ? Si c'est une propriété sociale, non, c'est un lapin qui est à vous, je vous donne de l'argent, le lapin est à moi, c'est un lapin, le transfert. En fait, dans ce processus, on perd une certaine complexité sociale autour des choses. C'est facile à faire pour un lapin, vous allez me dire.
Sauf certains qui vont dire « oui, mais le lapin est quand même un être vivant ». S'il a un droit intrinsèque à la vie, c'est un petit peu bizarre de le privatiser, de mettre un prix et ensuite, si vous l'achetez, d'avoir le droit légal de modifier sa substance même, dont de le détruire en le mangeant. Donc, la marchandisation, en fait, elle peut amener une logique problématique sur plein de points. La quantification, par exemple. Certaines choses sont des qualités, certaines relations sociales. En les marchandisant, on perd une certaine qualité. Par exemple, le lien, la parentalité. On pourrait la marchandiser. Si vous vouliez vraiment faire augmenter la croissance économique, tous les enfants, dès la naissance, commenceraient à accumuler une dette envers leurs parents, et à l'âge de 18 ans, ils devraient rembourser 200, 300, 400 000 euros. On pourrait faire un tarif à l'heure. Et voilà. Et en fait, on aurait marchandisé la parentalité, mais on pourrait se rendre compte qu'on a perdu quelque chose, parce que la parentalité, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Non. De la même manière que le don d'organes, on pourrait le marchandiser aussi. Faire écoutez, non, vous voulez un rein, au plus enfant, on le vend aux enchères. Là, vous diriez, c'est quand même un peu bizarre, il y a des critères de justice, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc on voit qu'il y a certaines limites à la marchandisation, et quand on marchandise des trucs, parfois ça nous fait un peu bizarre. Moi, je me suis retrouvé confronté à ce TaskRabbit, c'est un site où vous pouvez payer des gens pour faire des trucs. Par exemple, si vous n'avez pas le temps de faire la queue pour, je ne sais pas, aller chercher une carte d'identité ou le nouvel iPhone, vous pouvez payer des pauvres pour le faire. Pas cher. Et ça explose. Et là, en fait, ça, c'est la marchandisation du temps, surtout du temps de ceux qui n'ont pas accès donc, à un travail qui leur permet de gagner leur vie. Et donc, on se rend compte que là, si j'ai un fort pouvoir d'achat, je peux me permettre d'acheter le temps de quelqu'un pour ne pas avoir à faire la queue. Là, je pense qu'il y a certains philosophes, enfin, éthiquement, tu vois, ça picote un petit peu. Tu te dis, il y a peut-être un petit problème avec cette dérive de la marchandisation. Donc, la véritable question qui se pose à travers celle de la décroissance comme critique du capitalisme, c'est quelles devraient être les limites de la marchandisation. Et quand vous êtes dans une entreprise, vous dites « oui, je vais inventer un nouveau produit », vous dites « est-ce que ce produit que je suis en train d'inventer ne va pas marchandiser une relation sociale ?» Par exemple, imaginez, il y a quelques années, quelqu'un se dit « putain, je suis allé sur Couchsurfing, là, pas mal leur concept. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose, mais on le vend ? Genre, mon appart, le week-end, je peux le mettre, et quelqu'un le loue, et comme ça, trop bien, on se fait de l'argent, et c'est moins cher qu'un hôtel, et là, tu inventes Airbnb. Et en fait, tu crées tout un système où c'est marchandisé. Aujourd'hui, on se retrouve coincé dans ce système. C'est-à-dire que si vous allez quelque part, le seul moyen de vous loger, personne ne va vous prêter un appart, parce que tous les apparts sont sur Airbnb, il faudra en louer un. Si vous voulez vous permettre de l'acheter, il faudra louer le vôtre en partant. Et là, on se retrouve coincé, où on doit tous s'échanger de l'argent pour se loger, alors qu'on aurait pu faire un choix différent, le choix Wikipédia. Le Wikipédia, passer des encyclopédies payantes à Wikipédia, c'est exactement le contraire que passer de Couchsurfing à Airbnb. On aurait pu se dire, trop bien ce truc Couchsurfing, on va développer la fonction prêt d'appartement. Et pareil, on va créer un réseau de réciprocité non monétarisé, où je vais à Barcelone un week-end, je me fais prêter un appart, ça me fait récolter un certain nombre de points sur un site comme ça qui me permettent à un moment donné de les réutiliser. Mais on ne marchandise pas cette relation pour éviter justement la perte d'une certaine qualité sociale et surtout éviter l'arrivée d'une mentalité acquisitive, lucrative, où certaines personnes vont maintenant se dire « non, ce n'est plus un moyen, une valeur d'usage, où j'ai besoin d'un appartement de manière momentanée, non, ça devient un business. Je fais de l'investissement locatif. » D'autres choses, on peut tout marchandiser. Regardez, il y a certains endroits qui deviennent tellement pollués que vous pouvez acheter de l'air à respirer. Ça coûte assez cher, $32. Vous pouvez avoir une petite quarantaine de respirations dans certaines villes polluées. Et là, on se rend compte qu'on a un cercle vicieux où plus on dégrade l'environnement, plus des entreprises à but lucratif vont se dire « comment est-ce que je m'enrichis de ce truc-là ?» Trop bien, je vais aller prendre de l'air dans les Alpes et je vais le vendre à Pékin. Bien sûr, à des gens qui ont un pouvoir d'achat. Et là, on voit que cette façon en fait, de penser l'entrepreneuriat comme un entrepreneuriat à but lucratif, ça nous restreint dans notre créativité d'entrepreneur. De se dire, tiens, nous n'allons entreprendre qu'en inventant des choses qui vont pouvoir se vendre à ceux qui ont un fort pouvoir d'achat.
Et voilà la palme des trucs que j'ai vus récemment qui m'ont fait tomber de ma chaise, dont mon préféré, investir dans les parkings pour créer sa liberté financière. Je pense qu'en une couverture de livre, on a vraiment tout le pire, en fait, tous les risques du capitalisme livrés en un seul livre, ou ce concept d'investissement locatif. C'est quoi l'étape d'après? Moi, je pense que je vais publier un livre, c'est l'investissement nutritif. Vu que les gens, tout le monde a besoin de se nourrir de la même manière que tout le monde a besoin de se loger, si vous arrivez à contrôler leurs sources de nourriture, eh bien, ils vont vous payer un loyer nutritif pour pouvoir avoir accès à des calories. C'est encore plus lucratif que le logement, parce que le logement, à la limite, vous pouvez vivre dehors, alors que la nourriture, vous ne pouvez pas vivre sans. Donc là, on voit que si on laisse ces sphères s'envahir par la logique du capitalisme, qui est une logique accumulative financière, on a une façon d'approcher certaines choses qui pourrait être différente si on se plaçait d'un autre point de vue analytique, de se dire, non, ces choses-là, le logement, la nourriture, c'est des valeurs d'usage. Tout le monde devrait avoir un accès à un logement, tout le monde devrait avoir un accès à une alimentation décente, et donc on s'organise pour ce faire. Et ça, c'est vraiment le cœur du débat aujourd'hui. De quoi avons-nous vraiment besoin? Et comment est-ce qu'on organise sa production, son allocation, sa consommation, et comment est-ce qu'on fait en sorte pour que ce système soit en adéquation avec la biocapacité du vivant? C'est une controverse, et là je vais en parler juste rapidement de 2-3 autres avec un florilège de messages d'amour que je reçois toujours. Vous savez, quand vous travaillez sur la décroissance, ce n'est vraiment que bienveillance. Les gens vous adorent, moi je reçois des lettres à la maison, c'est très agréable. On me serre la main dans la rue toujours. Non, vous travaillez sur la décroissance, vous êtes un éco-terroriste qui essaye vraiment de faire chuter la modernité pour ramener un espèce de passé idyllique à base de charrettes et de bougies. Et donc, il y a un nombre de controverses exceptionnelles. Dans ma thèse, j'en avais répertorié presque une trentaine dans le chapitre le plus long de la thèse, que vous pouvez trouver en ligne, où j'avais vraiment identifié la décroissance associée à un nombre de malentendus, donc des misconceptions, donc la décroissance comme croissance zéro, comme récession, comme étant technophobe, anti-science, la fin de l'innovation, rétrograde, réactionnaire, austéritaire, ascétique, totalitaire, sectarienne, survivaliste, enfin vraiment il y a ce que vous voulez. Et moi j'avais exploré, je ne faisais pas le service client de la décroissance, moi je m'en fous, j'ai rien à vendre. Je me dis que c'était intéressant justement qu'on vienne critiquer la décroissance sur ces aspects-là parce que ça nous donnait une petite réflexion des peurs sociopolitiques qu'on avait. De se dire, tiens, ça c'est la fin de l'innovation. Ça nous donne une relation spécifique qu'on a avec l'innovation, parce qu'on a tellement peur qu'elle prenne fin, et donc on peut se poser la question, mais quelle innovation, pour qui, où, comment? Et en tant qu'économiste, moi ça m'intéresse, en tant que scientifique du social, ces controverses, elles nous éclairent. Alors, je voulais quand même prendre le temps de parler de quelques-unes, dont peut-être la controverse première, qui est celle de la croissance verte. Alors, vous en avez entendu parler, et ça, c'était plutôt au début des années 2000, où les gens disaient « Mais pourquoi est-ce que tu parles de décroissance? Produire et consommer moins pour alléger l'empreinte écologique? Mais ça ne sert à rien, vu qu'on peut verdir la croissance. C'est-à-dire qu'on peut concilier, produire et consommer plus, et polluer moins. Donc, en fait, la décroissance, il n'y en a pas besoin. » Là, déjà, on se rend compte que cette critique de la décroissance, elle ne prend pas en compte la richesse des concepts que j'ai présentés. Parce que si vous aviez une croissance verte, par exemple, vous auriez un capitalisme vert, ça ne prend pas du tout en compte la critique de la marchandisation, ça ne prend pas du tout en compte la généalogie, donc les critiques, par exemple, de la comptabilité nationale, du rôle accordé à la valeur dans le processus économique. Donc là, déjà, toutes ces critiques, la critique de la croissance verte, je pense qu'elle se concentre sur quelque chose d'autre. Et au début des années 2000, c'était assez facile de dire « Non mais regardez, là on vient de passer à la croissance verte, ok, ça n'a pas encore commencé, mais tu vas voir, dans 10 ans, là, tout va être verdi. » Là, en fait, on est 20 ans après, au moins, et j'ai passé pas mal de temps à regarder les études empiriques sur le sujet, et moi, la croissance verte, franchement, je ne l'ai vue nulle part. Je vous le dis clairement. Si vous l'avez vue quelque part, moi, je suis très curieux, parce que je passe toutes mes journées à essayer de trouver des preuves, et pour l'instant, aucun pays au monde, à aucun moment de son histoire, n'a réussi à concilier croissance économique et baisse de son empreinte écologique totale. C'est un fait qui est très en adéquation avec les théories de Nicolas Georgescu-Roegen, parce que bien sûr, imaginez
vous pouvez essayer de penser à une activité économique qui n'utilise pas d'énergie. Dès que vous avez un être humain, déjà, c'est loupé, vu qu'on doit se déplacer, se loger, se nourrir. Dès que vous pensez à un seul outil, c'est loupé, parce qu'ils sont faits de matériaux. Dès que vous pensez à une espèce vivante, c'est loupé, parce qu'eux aussi, c'est des animaux, ils utilisent de l'énergie, et ils sont imbriqués dans des habitats. Donc en fait, on se rend compte que ontologiquement, l'activité économique, c'est une agitation, et donc biologiquement et de matière physique, ça va demander une certaine énergie. Et donc cette espèce de fantasme d'une croissance illimitée qui serait complètement déconnectée de la réalité biophysique, elle n'est possible que dans des modèles vraiment simplistes d'économie néoclassique qui ont juste évacué la nature de leur fonction de production qui, en effet, leur permet de faire des tours de magie. Si vous n'avez pas la nature dans votre fonction de production, bien sûr, vous pouvez produire des choses à l'infini. Enfin, je veux dire, l'argent, on l'imprime nous-mêmes, donc à la limite, ça, c'est pas vraiment une contrainte. Mais quand vous venez réintégrer, réencastrer l'économie dans la logique du vivant, là, tout de suite, ça coince. Et surtout, les économistes qui parlent de croissance verte ne parlent jamais vraiment de l'urgence que nous donnent les scientifiques sur, par exemple, l'atténuation du changement climatique. C'est-à-dire que la croissance verte en 2100, ça sera trop tard. Ce qu'il faut aujourd'hui, si on prend le contexte de la France, c'est baisser les émissions de gaz à effet de serre. Il faut baisser beaucoup d'autres choses, mais il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre d'une certaine proportion par an à partir de maintenant et le plus rapidement possible. Si vous n'arrivez pas à le faire, tout en faisant croître votre économie, même si vous arrivez à les baisser un tout petit peu, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose de plus. Moi, mes travaux ont montré qu'en fait, si vous réduisez la production et la consommation, on l'a vu de manière proportionnelle, localisée, sélective, ça permet en fait d'accélérer toute transition écologique. Et donc, c'est la seule chose qui, aujourd'hui, en France, pourrait nous permettre de tenir une stratégie véritable d'atténuation du changement climatique. Allez, une autre controverse pour le plaisir, la décroissance, c'est inacceptable pour les pays pauvres. Moi, on me le dit souvent, genre une fois par jour. Timothée, la décroissance en Afrique? Vraiment? La décroissance, je l'ai définie comme un régime. Et donc le régime, si on suit l'analogie, s'appliquerait à des pays en cas d'obésité biophysique. En économie écologique, pour mesurer, vous regardez l'empreinte écologique, vous comparez la biocapacité. 3 situations. Soit l'empreinte écologique est supérieure à la biocapacité, vous êtes en dépassement, vous êtes gros. Soit votre empreinte écologique est égale à la biocapacité, vous êtes juste bien, mais il ne faut pas dépasser. Soit votre empreinte écologique est inférieure à la biocapacité, c'est-à-dire c'est top. Vous êtes loin de vos limites planétaires, vous avez même encore un petit peu de marge pour pouvoir utiliser plus de ressources naturelles, dépenser plus de nature. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu l'éventail des pressions sur l'environnement, elles sont toutes corrélées à la richesse. Là, on ne regarde que le carbone, les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit que les 10% les plus riches, à droite du graphe, la minorité possédante, les 10% de la plus riche sur l'échelle de la planète, c'est moins d'1 milliard d'habitants, ils possèdent 76% de la richesse mondiale. Et de cette possession de richesse, et de ce que ça le permet de faire, du mode de vie qui dérive de ces revenus et de cette richesse, ils sont responsables de la moitié des émissions globales. Et ils vont aussi hériter, se retrouver confrontés à seulement 3% des aspects négatifs du changement climatique. Franchement, on est bien. On fait la fête, on profite, on n'a aucune des conséquences. Vous allez à gauche, c'est le contraire, moitié la plus pauvre de l'humanité, on parle quand même de plus de 3 milliards d'habitants. Eux, ils ont 2% de la richesse mondiale, pas ouf, 12% des émissions totales. Par contre, ils vont se prendre de plein fait 75% des aspects du changement climatique. Donc là, justement, la décroissance, c'est un rééquilibrage de se dire on produit, on consomme moins dans les parties du monde dont le mode de vie n'est pas soutenable et qui peuvent se permettre justement d'avoir cette espèce de régime à travers une sobriété heureuse, une simplicité volontaire, un minimalisme, vous l'appelez comme vous voulez. Des pays qui peuvent se permettre collectivement de réorganiser sans tomber dans la pauvreté. Dans la pauvreté, c'est le cas de la France. Et de ce régime va naître une capacité de développement en termes de la disponibilité d'énergie et de ressources pour des pays qui vont en avoir besoin. Non seulement pour faire face à l'adaptation climatique, mais aussi pour faire face à l'insatisfaction des besoins, la pauvreté qui persiste dans beaucoup de pays au monde. Allez, je termine avec celle-là, juste pour le plaisir. Le Premier ministre belge qui nous a fait don le mois dernier d'un grand moment de philosophie en nous disant que la décroissance, c'est trop bien, mais c'est contraire à la nature humaine.
Alors, j'ai beaucoup écrit là-dessus, donc je ne vais pas disserter là aujourd'hui, surtout que j'arrive à la fin de mon temps, mais juste pour montrer ici que qu'est-ce qu'elle nous dit, cette citation? En fait, c'est presque un refus de converser, de se dire le capitalisme est assimilé et la croissance à la nature humaine. On le naturalise, on le dépolitise. On se dit ça, c'est comme ça et c'est tout. Et ça, en fait, c'est caractéristique de l'idéologie. Une idéologie hégémonique où l'on refuse la discussion. Et moi, aujourd'hui, je voudrais inviter à faire exactement le contraire. Qu'on ait une journée, un moment de suspension où on se dise, aujourd'hui, nous allons prendre le temps de questionner des concepts compliqués, la valeur, les richesses, l'égalité, la croissance. Un moment de suspension vraiment pour raviver un esprit critique et nous permettre d'explorer des futurs que nous ne nous sommes jamais vraiment permis d'explorer, dont des futurs post-capitalistes et post-croissance. Je crois qu'on a un petit peu de temps pour les questions, mais en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée de suspension critique.